Retrouvez Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social. Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, des marchés actions qui s'épuisent, on peut le dire ainsi. Le CAC 40 signe à nouveau une séance nulle ou quasi nulle, la troisième d'affilée. Un CAC qui plafonne sous les 5700 points ce soir, 5669 points en clôture, avec néanmoins beaucoup d'activités sur certaines valeurs, des groupes qui ont publié leurs résultats. Ils étaient une demi-douzaine aujourd'hui au sein du CAC 40. On notera la performance de Société Générale, du secteur financier dans son ensemble. Et puis à l'inverse, un peu de prudence du côté de Legrand qui a vu sa publication un peu sanctionnée aujourd'hui par le marché. À l'inverse, on notera Schneider Electric qui a publié un sans faute opérationnel sur 2020. Et puis un sujet encore un peu plus spécifique, c'est le cas Danone avec des fonds activistes qui commencent à mettre une pression significative puisqu'on a un deuxième fonds qui appelle à des changements de gouvernance, de stratégie au sein de Danone. Le groupe Artisan Partners, le fonds d'investissement Artisan Partners qui rejoint ainsi Bluebell Capital pour demander notamment la dissociation des fonctions de président et directeur général occupées aujourd'hui par Emmanuel Faber. Le marché semble croire qu'il va se passer quelque chose autour de Danone et de sa gouvernance. Le titre Danone a terminé en hausse de plus de 2% ce soir. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Et puis toujours dans la séquence des résultats, douche froide pour Unibail Rodamco Westfield. Sur le plan opérationnel, évidemment, l'année 2020 a été une année particulièrement compliquée, inédite. On parle d'une foncière commerciale qui exploite notamment le Forum des Halles à Paris. Et puis Unibail Rodamco Westfield qui gère également une situation d'endettement compliquée et qui annonce à ce titre la suspension de son dividende pour les 3 prochaines années. Douche froide à nouveau donc pour les actionnaires et le titre Unibail Rodamco Westfield qui a plongé littéralement aujourd'hui, une baisse de plus de 10% pour le titre. On parlera spécifiquement des foncières commerciales cotées avec Laurent Saint-Aubin qui sera avec nous à partir de 19h15 en direct pour le quart d'heure thématique de Smart Bourse, spécialiste des foncières cotées et gérant du fonds Sofidy Sélection 1 chez Sofidy. Chaque soir, à la clôture, après la clôture des marchés européens, le résumé complet vous est proposé par Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Clôture à l'équilibre ce soir pour le CAC 40 après avoir passé toute la journée à hésiter. L'indice parisien clôture en recul de 0,02% à 5669 points. Les investisseurs qui ont eu du mal à prendre une décision dans un sens ou dans l'autre aujourd'hui malgré de nombreuses publications d'entreprises. 2 entreprises qui publiaient leurs résultats aujourd'hui ont d'ailleurs encerclé les valeurs de l'indice parisien. Crédit Agricole prenant la tête du palmarès, bénéficiant de son annonce de distribuer un dividende de 0,8 € par action, soit un taux de distribution de 66% contre 50% habituellement. Et Unibail Rodamco Westfield qui signe ce soir la plus forte baisse du jour, pénalisée par l'annonce d'une suspension de ses dividendes pour 2020 mais aussi pour 2021 et 2022. Les investisseurs qui ont pris connaissance des inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis, celles-ci reculent pour la 4e semaine mais ressortent à 793 000, soit au-dessus des anticipations des analystes. Des chiffres qui interviennent après la prise de parole de Jérôme Powell hier devant l'Economic Club de New York, qui a appelé à un engagement global de la société américaine face au grand nombre de personnes ayant perdu leur emploi et face aux difficultés qu'ils pourraient avoir à en retrouver un. Un engagement qui implique, selon Jérôme Powell, l'administration américaine, le Congrès, mais aussi les entreprises. Jérôme Powell qui s'est engagé à maintenir une politique monétaire patiemment accommodante jusqu'à ce que les États-Unis sortent de la pandémie. Il a également insisté sur le fait que le plein emploi nécessitait plus qu'une simple politique monétaire de soutien. En ce qui concerne les craintes vis-à-vis de l'inflation que pourrait causer une hausse des dépenses de consommation avec le plan de relance de 1 900 milliards de dollars, Jérôme Powell s'est montré rassurant, expliquant que les hausses de prix ne devraient être ni trop fortes ni trop longues.
Du côté des valeurs à présent, à suivre à la Bourse de Paris, Crédit Agricole a pris la tête de l'indice parisien aujourd'hui à la suite de la publication d'un résultat net part du groupe de 2,69 milliards d'euros en recul de 44,4%. Un recul du résultat que le groupe ramène tout de même à 16% hors éléments spécifiques qui comprennent notamment la dépréciation massive de sa filiale Crédit Agricole Italia que le groupe avait décidé en décembre dernier à cause de taux durablement faibles en Italie. Les revenus de Crédit Agricole progressent légèrement et la progression de la valeur Crédit Agricole est notamment due à sa politique de dividendes dont on vient de parler. Schneider Electric annonce que son activité s'est redressée sur la fin de l'année 2020, lui permettant d'atteindre des résultats supérieurs aux attentes. Le chiffre d'affaires de l'entreprise recule de 7,4% en données publiées à 25,16 milliards d'euros sur l'ensemble de l'année pour un résultat net à 2,13 milliards d'euros en baisse de 12% par rapport à 2019 mais en recul de seulement 4,4% à données comparables et hors charges exceptionnelles. Pour 2021, Schneider Electric s'attend à un retour de la croissance avec notamment une croissance de son EBITDA comprise entre 9 et 15%. Legrand annonce de son côté un bénéfice net à 682 millions d'euros en recul d'un peu plus de 18% à cause de la crise sanitaire. Legrand qui anticipe pour 2021 une amélioration de sa rentabilité ainsi qu'une hausse de ses ventes de l'ordre de 1 à 6%. Et on regarde à présent les résultats d'ArcelorMittal. ArcelorMittal qui annonce un résultat net de 1,2 milliard de dollars au quatrième trimestre 2020, rompant ainsi avec les près de 2 milliards de dollars de pertes à la même période en 2019. ArcelorMittal qui annonce vouloir reprendre les paiements de dividendes à un niveau de 30 centimes de dollars par action. Le groupe qui en profite également pour annoncer qu'il lancera un nouveau programme de rachat de titres de 570 millions de dollars cette année. Et on finit avec Unibail-Rodamco-Westfield qui annonce de son côté une année marquée par le recul de ses résultats mais aussi de la valeur de son patrimoine immobilier. Son résultat net récurrent chute de 40% à 1,06 milliard d'euros sur l'année 2020. Le groupe fait de son désendettement une priorité essentielle alors que son ratio d'endettement se situait aux alentours des 45% à fin décembre 2020. Et on regarde à présent l'agenda de la journée de demain. Demain, les opérateurs pourront suivre la publication des résultats de la Française des Jeux après avoir pris connaissance des résultats de L'Oréal qui seront publiés ce soir. Côté statistique, ils découvriront la production industrielle en décembre en zone euro, mais aussi l'indice de confiance des ménages américains de l'Université du Michigan. Nicolas Pagnès avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Jean-François Robin est avec nous ce soir, le directeur de la recherche marché de Natixis. Bonsoir et bienvenue Jean-François. Bonsoir. Florent Delambre nous accompagne, stratégiste chez M&G Investments. Bonsoir Florent, merci d'être là. Et Malik Hadouk avec nous également. Bonsoir Malik, bienvenue. Vous êtes le directeur de la gestion diversifiée et convertible de CPR Asset Management. Le risque d'avoir une économie américaine dopée aux stéroïdes pour la deuxième partie d'année avec un risque d'ébullition même pour l'économie américaine. C'est le risque qui est soulevé par quelques économistes de renom, Larry Summers, suivi d'Olivier Blanchard. Le débat fait rage depuis quelques jours. Comment vous regardez ces interrogations, ces questions qui sont posées, Malik, d'un point de vue de marché? Est-ce que c'est un débat juste d'économistes un peu grosse tête? Est-ce que c'est complètement anachronique? Ou est-ce que non, c'est un vrai sujet, y compris pour les investisseurs aujourd'hui? Non, c'est bien entendu un vrai sujet parce qu'on remarque que déjà l'économie américaine est assez résiliente avant le lancement de ce plan de relance. Donc ce plan de relance, s'il allait jusqu'au bout, surtout en termes de montant, pourrait avoir un effet accélérateur. Et les inquiétudes des investisseurs, c'est de subir une hausse des taux assez violente qui pourrait entamer la confiance des investisseurs. Donc c'est un débat que l'on suit, mais pour l'instant, on attend les faits avant de pouvoir réagir. Mais c'est vrai que les projections qui ont été faites montrent que si le plan était mis en place, on aurait une accélération de la croissance américaine qui passerait en tendance, au-delà de sa tendance de long terme, de l'ordre de 10 à 13%, je crois. Et donc, ça devrait amener une tension sur les taux d'intérêt.
le chemin pour parvenir à ce scénario, c'est un chemin très étroit, alternatif, ou c'est un vrai risque majeur là pour les prochains mois, les prochains trimestres? Ça paraît incroyable. On sort à peine d'une pandémie quand même majeure, inédite dans l'histoire, et on est en train de se demander si ça va pas trop vite, juste pour l'économie américaine, je précise. Non, mais ce qui est mis en face aussi est assez important. Et en termes de taille, il y a eu l'intervention de la Banque centrale et il y a ces deux plans de relance, parce qu'il y a celui de 900 milliards qui a été signé au mois de décembre et celui-ci de 1900 milliards qui devrait être plus profond et toucher des investissements de manière assez importante. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, dans nos scénarios de marché, il n'est pas inclus d'un scénario d'accélération et de overheating de l'économie américaine. Pour l'instant, nous ne les avons pas dans les scénarios. Les deux scénarios que nous avons sont liés étroitement à la pandémie. Soit la campagne de vaccination marche et les économies se rouvrent petit à petit et on a un enclenchement d'une reprise, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Ou soit le pendant, c'est que vraiment, malgré la campagne de vaccination, la pandémie continue de perdurer et affecte à nouveau la croissance économique mondiale. Donc on n'a pas ce scénario de surchauffe de l'économie américaine. Là, c'est dans une vision à 3 mois, c'est ça, une vision à 3 mois. Même à 6 mois, on n'aura pas de surchauffe. C'est peut-être au deuxième trimestre, mais il faut attendre de voir. Attendons de voir. Quand même, réfléchissons d'abord au sujet aujourd'hui. Jean-François, comment vous comprenez ce débat? Est-ce que c'est un vrai sujet? Est-ce que c'est complètement décalé? Vu d'Europe, ça nous apparaît incroyable de se dire que c'est le débat en ce moment, peut-être aux États-Unis. Non, mais pour faire dans le prolongement de ce qui vient d'être dit, c'est vrai que quand vous regardez ce plan de 1900 milliards, c'est 9 points de PIB du PIB d'avant crise aux États-Unis. Donc, si vous mettez 9 points de PIB, tout le monde se dit, évidemment, la croissance américaine va exploser. Nous, on prévoit 4%. Si ça passe, effectivement, 1900 milliards, 9 points de PIB de plus de dépenses budgétaires, on va peut-être passer à une croissance américaine de 5-6%, sachant que la croissance potentielle américaine, avant tout ça, c'était autour de 2. Après les crises, en général, on enlève un demi-point, donc elle doit être autour de 1,5. Donc on voit bien qu'il y a quand même un peu de surchauffe, probablement. Mais c'est normal, vous avez un rebond par rapport à l'année dernière. Et c'est là où moi, je mets un petit peu des bémols. C'est-à-dire que l'année dernière, quand vous mettez bout à bout tout ce qui a été fait aux États-Unis, vous êtes à 25 points de PIB quasiment. Donc en fait, ce qui explique que les États-Unis aient fait moins 3,5 quand l'Europe a fait moins 7, ils font 2 fois mieux, mais ils ont mis aussi 2 fois plus de dépenses budgétaires que nous, sachant que les politiques monétaires font exactement la même chose. On est à 7 trillions de bilans, on achète à peu près les mêmes choses par mois, donc BCE et Fed font un peu la même chose. Ce qui fait vraiment la différence dans les chiffres de croissance, c'est quand même cette relance budgétaire. Alors un mot quand même sur ce qu'il faut ou pas le faire, c'est tout le débat de Laurence Summers et d'Olivier Blanchard notamment. C'est-à-dire, est-ce que ça a un intérêt de le faire maintenant si les économies se rouvrent? Ce que vient de dire Malik, je pense, est très vrai. C'est-à-dire que, attention, la pandémie, ils sont un petit peu comme nous. C'est-à-dire que leur campagne de vaccination a des problèmes logistiques, on se bagarre tous pour avoir assez de vaccins. On est en train de dire, Joe Biden, que ça va durer sans doute jusqu'à décembre de vacciner à peu près tout le monde aux États-Unis. Donc ça va durer encore 1 an. Vous avez encore 10 millions de personnes qui sont au chômage aux États-Unis. Vous avez énormément de gens qui ont quitté le marché du travail. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, ce qu'on a vu de bien sous Trump, quelque chose de bien sous Trump, pour les guillemets, c'est que notamment ce que moi j'appelle la théorie de la surchauffe, c'est-à-dire qu'en fait vous avez en plein ce qu'on pensait être le plein emploi, vous avez continué à faire des dépenses budgétaires dans le cas de Trump, de baisser les impôts massivement pour les entreprises, de 38 à 21%, donc voilà, baisser massivement les impôts des entreprises, et bien ça fait une espèce de surchauffe de l'économie qui a ramené finalement des gens dans le marché du travail. Et donc on pensait, en 2013, on disait que le plein emploi aux États-Unis c'est 6,5% de chômage. En fait, on est arrivé à 3,5%. 3,5%, et avec un truc complètement inattendu, c'est que les salaires qui ont le plus augmenté aux États-Unis, c'est les salaires des 5% les plus pauvres, et notamment des minorités. Donc ça, c'était un succès. On a ramené des gens qu'on pensait complètement inemployables parce que peu de qualifications, etc., des problèmes divers et variés. Et finalement, en fait, cette population est revenue, toute une partie de la population qui est revenue au travail avec des salaires qui ont monté de plus de 5%. La richesse est très, très déformée en faveur des plus riches, mais les salaires ont plus augmenté chez les plus pauvres à la fin. Donc cette théorie de la surchauffe, finalement, quand vous avez encore 10 millions de gens qui sont au chômage, que vous avez un tiers des gens, selon une étude de la Banque centrale américaine, qui ne pourront pas payer leur loyer. Un tiers des Américains. Donc, si vous avez ce genre de données qui sont vraies, vous pouvez mettre un petit peu de surchauffe pour l'instant. On n'est pas encore sorti de l'auberge. Et on a vu Jérôme Powell hier qui allait
dans ce sens, très focalisé sur le marché du travail. On voit, on avait les inscriptions hebdomadaires au chômage aujourd'hui, on a eu la publication du bureau du travail la semaine dernière. Je crois que le taux de chômage est à 6,3% contre 3,5% au plus bas sous l'ère Trump. Enfin, je veux dire, est-ce qu'on peut imaginer revenir dans une zone de plein emploi aux États-Unis dans les 6, 9, 12 prochains mois ? Ce qu'a dit Janet Yellen, c'est pas avant 2022. Donc c'est semble assez raisonnable. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'on n'arrivera pas à revoir les 3,5, peut-être jamais. Parce que finalement, il y a plein de jobs qui vont disparaître structurellement parce qu'il y a de la digitalisation notamment. Donc l'industrialisation, la réindustrialisation qu'on visait sous Trump et qui est aussi visée par Joe Biden. En fait, on ne remplace pas des gens, des Mexicains par des Américains. On remplace des chaînes de production par des robots. Et donc ça fait, je pense que le taux de chômage, je pense que la participation au marché du travail aux États-Unis ne reviendra pas là où elle était précédemment. Et cette tendance structurelle à avoir des gens qui sortent du marché du travail, on risque de l'avoir. Ce qui est très intéressant, peut-être un dernier point, c'est ce que demande quand même Jérôme Powell, un banquier central, dans tout ce débat-là, qui nous dit il faut de la dépense budgétaire, messieurs, dames. Moi, la politique monétaire, je ne vais même pas remonter les taux, même si ça va à 3%, ce que nous a dit quelqu'un comme Evans, là aussi de la Fed. Donc, ils ne vont pas remonter les taux de leur côté. Et en plus, ils réclament de la dépense budgétaire. Donc, on voit bien que cet attelage entre, d'un côté, Jérôme Powell et de l'autre côté, Janet Yellen, sont en train de marcher main dans la main. Et ça, je crois que ça pour nous, analystes, et en termes d'allocation d'actifs, bien sûr, ça veut dire que si on a ce policy mix qui marche vraiment très coordonné, ce qui n'était pas forcément le cas sous Trump, autant on risque quand même d'avoir une économie américaine qui va faire une repli cyclique assez fort. Florent Delorme, chez M&G Investment, comment vous regardez la situation de l'économie américaine ? Alors, le risque de surchauffe, Olivier Blanchard, il dit en faire trop, c'est bien, on en a sans doute fait trop peu en 2008, on avait mis la moitié de l'output gap en 2008, là on va mettre peut-être 2-3 fois plus, en faire beaucoup trop, c'est prendre un risque sur le long terme pour l'économie américaine. Oui, c'est même surprenant que ce débat soit lancé par Olivier Blanchard, qui, ces dernières années, s'était plutôt fait le chantre de l'endettement et de la dépense publique. Mais bon, il est un peu à contresens par rapport à ses positions habituelles. Nous, ce débat nous surprend un peu que d'un seul coup, en ce début d'année 2021, où on est encore à l'échelle mondiale quand même très, très touché par cette pandémie, évoquer surchauffe et inflation, ça nous semble vraiment prématuré. Parce que même si un plan assez impressionnant a été de nouveau voté aux États-Unis et avec un retour de la croissance plus fort qu'escompté, aurait-on pour autant une inflation très forte ? Ça reste à démontrer pour les raisons qui ont été évoquées à l'instant. C'est que du côté du marché de l'emploi, on a quand même un taux de chômage qui a fortement progressé avec la nécessité de faire revenir à l'emploi beaucoup de monde. Et donc ça, c'est quand même un frein, un retour rapide de l'inflation par la hausse des salaires. Et puis du côté de l'offre, parce que c'est souvent un argument qui est mis en avant, on nous dit la pandémie a détruit une partie de l'offre, des chaînes de production, et donc on va avoir des tensions sur l'offre qui peuvent être une seconde source de hausse des prix. Cette théorie-là, on a aussi quand même du mal à y adhérer, dans la mesure où on est quand même dans un univers plutôt d'offres pléthoriques à l'échelle domestique comme mondiale, d'une économie qui reste mondialisée, donc la difficulté quand même à se procurer des produits nous semble assez restreint. Donc on ne voit pas non plus de retour de l'inflation par une tension sur l'offre et donc sur les prix. Donc si on met de côté ces deux moteurs importants qui pourraient justifier un retour de l'inflation, à la fois tension sur le marché de l'emploi ou tension sur l'offre, on ne voit pas comment, même avec une relance forte, on aurait un retour très significatif de l'inflation. Alors effectivement, on peut avoir une inflation qui reprend un peu plus vite qu'escompté, auquel cas des taux longs qui reprennent un petit peu de vigueur, mais là aussi de quel niveau parle-t-on ? Puisque de notre point de vue, en réalité, pour que les marchés actions, par exemple, puisque c'est de cela qu'il s'agit, soient déstabilisés, il faudrait qu'on ait des taux 10 ans qui viennent rapidement, brutalement atteindre des niveaux de 3%. Ah oui, d'accord. Parce qu'on pense, nous, que le marché action peut tout à fait absorber des taux longs à 2%, à 2,5%. C'est vrai que si on allait sur une séquence très rapide, en quelques mois à 3%, forcément, ça neutraliserait un peu la dynamique haussière du marché action. C'est pas le rythme qu'on observe aujourd'hui dans la remontée des taux qu'on peut constater aux États-Unis.
c'est pas le rythme à ce stade qu'on observe, et c'est pas nous notre scénario. Ouais, C'est-à-dire qu'effectivement, pour les raisons que j'indiquais, on ne voit pas ce plan de relance, même massif, stimuler l'inflation au point de pousser les taux longs à 3% très rapidement. Et j'ajouterais qu'en plus, la Réserve fédérale est quand même active sur la courbe des taux via son bilan, et qu'il lui resterait de toute façon des outils qui lui permettraient, si toutefois le marché faisait remonter les taux longs, qui lui permettraient aussi d'intervenir. Donc de toute façon, même si ce scénario d'une reprise forte de la croissance et de l'inflation qui pousserait les marchés à exiger des rendements plus élevés, la Banque centrale pourrait là aussi sans doute intervenir. Donc voilà, à la fois on trouve que le débat est finalement un peu prématuré, deuxièmement qu'il n'est pas forcément économiquement fondé, et troisièmement que même si ça s'avère exact, les banques centrales pourraient intervenir. Donc là où par contre on peut émettre une objection sur ces plans de relance multiples, c'est pas sur le risque d'une inflation très forte à court terme, c'est plutôt sur ce nouveau régime théorique dans lequel on entre, c'est-à-dire cette idée assez généralement partagée à la fois par les élites économiques, politiques et puis par la population, le plus grand nombre, que finalement, effectivement, l'argent maintenant est gratuit et qu'on peut dépenser sans compter, subventionner sans compter. Et ce nouveau paradigme pour le coup, à long terme, nous semble poser problème. Ça veut dire, un Florent, revirement spectaculaire par rapport à tout ce qui a fondé nos économies depuis 40 ans, et ça questionne quand même, donc je vous laisse éventuellement rebondir. Ma question, c'est est-ce que ce sera aussi compliqué pour le Trésor américain d'arrêter d'envoyer des chèques aux ménages que ça l'a été pour la Fed dans les années précédentes, chaque fois qu'elle a voulu retirer un peu de liquidité ou piloter à la baisse sa politique monétaire? Nous, il nous semble qu'effectivement, dans le monde occidental, aux États-Unis et en Europe, on a réellement basculé dans ce nouveau monde où on explique aux populations en permanence que on enverra des chèques là où il faut, on soutiendra là où il faut, on relancera là où il faut. C'est peut-être ce qui inquiète un peu Olivier Blanchard et Larry Summers. C'est en ce sens que, évidemment, à long terme, c'est un problème. Parce qu'il n'y a pas, à ma connaissance, d'expérience historique probante. Si on s'en réfère à l'histoire économique, comme le rappelait Jean-Pierre Levade dans Les Échos récemment, il n'y a pas d'expérience historique probante qui montre qu'en couplant l'impression monétaire massive et le déficit budgétaire, on arrive à quelque chose de constructif dans la durée. Alors évidemment, il y a toujours ce rappel consistant à dire oui, mais attention, si cette relance est bien faite vers des secteurs productifs, vers de l'innovation, de la technologie, de la formation, et si ça stimule la productivité, à la fin, on a une croissance telle que finalement, on compense largement ces facilités monétaires et budgétaires. La difficulté, c'est qu'effectivement, l'histoire montre qu'en général, très rapidement quand même, on fait du soutien immédiat à la consommation, qu'on oublie assez vite les priorités de long terme, on sacrifie un peu, et qu'une fois qu'on est rentré dans ce régime-là, eh bien, on ne peut plus en sortir. Et donc les questionnements de Blanchard sont sans doute intéressants, mais nous, on ne les perçoit pas comme un risque à court terme, mais comme un risque à long terme de structure de nos économies et de nos sociétés, en fait. Voilà. C'est un peu ce qu'ils disent. Attention, l'échec au ménage, c'est bien. N'oubliez pas aussi l'investissement et la partie long terme. Alors, Jean-François. Très paradoxal finalement, c'est que ce que reproche Olivier Blanchard et Laurence Summers, notamment, c'est un peu l'inverse que ce qu'on reproche au gouvernement français. C'est-à-dire qu'en France, on fait du structurel dans le plan de relance et on dit ils ne font pas assez de budgétaire. Alors qu'aux États-Unis, on dit vous faites que du budgétaire, mais pensez surtout au structurel, à la croissance potentielle. Juste pour rebondir sur ce qu'il vient de dire, ce qui je pense quand même, qui différencie grandement les choses aujourd'hui, c'est que pourquoi on fait de la dépense budgétaire, pourquoi on envoie des chèques aux gens, pourquoi on finance du chômage partiel à tire-larigot en Europe. Pourquoi on fait ça? Il ne faut pas oublier que c'est très particulier comme crise. C'est juste qu'on a fermé des économies, des pans entiers de l'économie. C'est une compensation pour des services. Sauf qu'on compense plus aux États-Unis en l'occurrence. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est l'économie des services qui est encore fermée. Les bars, les restaurants, l'hôtellerie, les loisirs, etc. Et c'est très important aux États-Unis, comme ça l'est en France d'ailleurs. Et donc ces économies-là, le fait de donner des chocs à des gens tant
qu'on n'autorise pas la réouverture de ces segments de l'économie, ça fait du sens, puisque, et là, pour répondre à la question, est-ce qu'on arrivera à le retirer ? Le jour où vous réouvrez les bars et les restaurants, les gens retrouvent du job, retrouvent des salaires, et surtout, en plus, avec un salaire minimum augmenté, etc., vous aurez quand même assez facilement possibilité de dire, comme ça a été le cas d'ailleurs en décembre, les versements se sont arrêtés, en disant, si on rouvre les économies, on arrête les chèques directs, puisque vous les touchez de vos employeurs. Parallèlement, si vous êtes en France, ou en Allemagne ou en Europe, vous arrêterez les mécanismes de chômage partiel à partir du moment où vous retrouvez votre job. Donc c'est quand même assez particulier cette histoire. Je pense que c'est pas de la relance budgétaire keynésienne type des crises précédentes. Cette crise est quand même très très unique dans son genre, pour l'instant. Bon, toutes ces discussions effectivement partent quand même du principe que les économies vont rouvrir. Vous le disiez tout à l'heure, Malik, dans vos scénarios de marché à 3-6 mois, c'est quand même la vaccination, la gestion de l'épidémie qui reste le principal facteur déterminant pour les investisseurs. Est-ce que de ce point de vue-là, est-ce que les choses s'améliorent au-delà du bruit politique, des débats sur les vaccins ou pas? Est-ce qu'on a quand même un sens de l'épidémie qui qui s'affaiblit un peu et qui nous permet d'imaginer, une réouverture des économies à plein régime au cours de cette année 2021? On en était certain. Non, mais sur la tendance qu'on observe. Non, mais il semble qu'on aille vers une amélioration avec la campagne de vaccination. Ouais. On regarde un pays comme Israël, on regarde les États-Unis, il y a plutôt des effets positifs avec une baisse des contaminations, même si il faut noter que le nombre de morts ne diminue pas aussi fortement qu'on pouvait l'espérer. Donc c'est malheureux, mais il y a quand même encore un grand nombre de morts, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis. Mais la tendance est donc à la réduction des contaminations, et puis avec la campagne de vaccination, on va rechercher l'immunité qui pourrait être atteinte. Je ne suis pas médecin, mais au cours de mois de l'été. D'ici la fin de l'été, c'est un peu la promesse de l'Union européenne aujourd'hui. Donc voilà, c'est ça qui soutient l'optimisme aujourd'hui sur les marchés actions. Juste un petit point sur l'inflation. C'est vrai qu'il y a une histoire où tout devrait amener à un retour de l'inflation. Les plans de relance des gouvernements, les QE des banques centrales, les goulots d'étranglement, même si c'est passager, a priori passager dans certains secteurs, mais il y a un effet de base qui va être important et qui va jouer et puis un effet de cycle aussi sur les matières premières qui pourrait se poursuivre. Oui. On a l'effet inflation salariale qui va rester, je pense, très, très limité, mais cette inflation par les prix des matières premières pourrait nous surprendre. Est-ce que c'est justifié, par exemple, de revoir aujourd'hui les prix du pétrole à leur niveau d'avant la crise pandémique? Alors, qu'est-ce qui justifie aujourd'hui l'évolution du prix du pétrole? Je pense que c'est justifié de deux effets, à mon avis. Le premier, c'est le fait que ça avait été trop baissé l'année dernière. On est allé à des niveaux aussi... Rappelez-vous, au mois de février, mois de juin, avril, on est passé négatif, moins 37, moins 37 sur certains contrats futurs. Ouais. Et puis il y a eu aussi tout l'effet l'année dernière de la thématique ESG qui entraîne peut-être dans l'esprit des investisseurs qu'il n'y a pas eu d'investissements qui ont été faits par les entreprises dans l'exploration, on a laissé de côté. Et avec la reprise de la demande attendue, plus les plans de l'OPEP, on pourrait s'attendre, et c'est ce qui a eu lieu, une remontée du prix du pétrole qui pourrait stabiliser, voire remonter. Donc l'inflation, je pense que c'est une thématique tactique qu'il faut jouer maintenant, parce que l'effet de base va petit à petit disparaître au cours du second semestre, mais c'est parce que je pense qu'on peut overshooter et aller au-delà des 3% aux États-Unis. Et puis la Fed l'a clairement dit, elle laissera overshooter à un moment donné, et la Fed sait ramener les choses à son équilibre quand il faut intervenir. La dernière marque d'inflation qu'on a vue, c'était hier ou avant-hier, sur le mois de janvier, insiste, je crois, sur l'inflation sous-jacente, 1,5 sous l'inflation sous-jacente aux États-Unis, prend pas en compte ces effets de base dont vous parlez déjà. Non, je pense que ça va accélérer dans les mois à venir. Justement, les thèmes d'investissement, là, donc l'inflation tactiquement, c'est un thème à jouer pour vous aujourd'hui chez CPR. Comment est-ce que vous êtes positionné sur la partie action, sur la partie des actifs risqués? Est-ce que c'est les États-Unis, l'Asie? Ça semble très consensuel. Est-ce que l'Europe trouve sa place? Alors, il y a deux questions. Est-ce qu'on peut poursuivre cette hausse? Je pense que on est arrivé à des niveaux quand même assez élevés, et je pense que les marchés vont plutôt rester ça, mais c'est en surface que ça va se jouer, avec des rotations encore plus marquées. Je pense c'est là qu'il faut intervenir beaucoup plus que sur
comment dire, Sur les indices, sur le niveau des indices, voilà, vous voulez dire. plutôt que Sur la tendance, quoi. plutôt que sur la tendance. D'accord. Voilà, c'est exactement le Le cas. mouvement de rattrapage, de rééquilibrage du marché, il n'est pas fini. Non, il n'est pas fini, à mon avis, il n'est pas fini. Ensuite, l'Europe, c'est une question qui revient à chaque fois. Il y a toujours une déception, toujours quelque chose qui bloque, qui ne permet pas d'avancer. Bien entendu, le retard dans la campagne de vaccination qui va plus nous impacter. Mais si on a une reprise cyclique qui s'enclenche, telle qu'on pense qu'elle risque de s'enclencher dans les mois à venir, l'Europe a toujours mieux performé dans ces moments-là. Rappelez-vous 2015 avec le plan de Juncker, 2011 aussi. À chaque fois qu'il y a une reprise cyclique, l'Europe a rattrapé en partie son retard. Donc il ne faut pas laisser de côté l'Europe en espérant que la campagne de vaccination accélère aussi, parce que c'est un moyen de sortir beaucoup plus rapidement. Donc sur les actions, on reste positionné pour l'instant parce que c'est l'actif qui est le plus attractif. On ne pense pas aussi que les taux vont remonter très fortement pour l'instant. Donc il y a encore... Quand on compare les rendements des obligations, du crédit et la prime action, on est encore confortable avec les marchés actions, largement. Vous prenez l'inverse d'un PE qui vous donne une certaine prime de risque, vous voyez que les rendements sont autour de 3,5, donc largement supérieurs au taux, au crédit. Il n'y a que l'IG aujourd'hui qui vous offre des taux de rendement un peu plus attractifs. Bon. Vos thèmes de marché chez M&G, là au moment où on se parle, Florent, alors je note, je prends les indices actions comme référence, mais on voit les marchés qui ont le mieux démarré cette année, c'est les small cap américaines, et puis un certain nombre de pays émergents autour de la Chine, en Asie, la Chine en tant que telle, Taïwan, la Corée du Sud, le Japon aussi, je crois, continue de faire plutôt pas mal. Est-ce que vous êtes dans ces thèmes-là ? Est-ce que l'Europe, encore une fois, a sa place ? Est-ce que le rattrapage européen est encore possible ? Alors effectivement, nous aussi, on considère que l'actif action est attractif dans le contexte actuel, dans un univers où les rendements sont faibles dans la sphère obligataire, y compris la sphère du crédit. Effectivement, on a un différentiel de rendement sur l'actif action qui reste de notre point de vue attractif, même si en absolu on peut avoir le sentiment que les marchés actions sont chers par rapport à des niveaux de PER historiques, mais si on compare le rendement de ces marchés actions au niveau des taux d'intérêt maintenant, force est de constater que ça reste quand même un actif à insérer forcément dans un portefeuille. Alors ensuite, sur quoi on se porte ? Effectivement, d'abord sur des marchés liés à l'écosystème asiatique et chinois, puisque force est de constater qu'il y a une gestion de la pandémie qui semble plus efficace, avec des confinements qui ont duré moins longtemps, des vaccinations plus rapides et des chiffres économiques qui montrent bien que la Chine repart plus vite et l'écosystème qui va avec. Donc on se porte par exemple sur des marchés comme la Corée du Sud ou Taïwan. Ça, c'est une conviction forte depuis de nombreux mois, qu'on complète avec une exposition au marché américain, mais assez ciblée, en particulier sur les valeurs bancaires américaines, dont on pense qu'elles ont des caractéristiques intrinsèques très attractives. Bon, on l'a vu que les banques américaines, effectivement, à la fois par les opérations de fusion-acquisition, les activités de marché finissent par dégager quand même des résultats tout à fait satisfaisants. Et puis, le redémarrage de l'économie américaine et la légère hausse de taux qu'on peut attendre, même si, comme j'indiquais tout à l'heure, ça ne sera pas non plus un choc sur le marché obligataire, mais bon, tout ça devrait être favorable au marché bancaire américain. Donc on reste positionné sur les bancaires américaines et on complète par une touche d'investissement en Europe. On se diversifie avec l'Europe aujourd'hui. Effectivement, comme ça a été rappelé à l'instant, il y a toujours quand même effectivement une gouvernance européenne qui est plus complexe qu'elle ne peut l'être en Chine ou aux États-Unis, du fait de l'imbrication de différents niveaux de gouvernance, de l'échelle nationale jusqu'à l'échelle européenne. On le voit sur le plan de relance européen qui prend du temps à être déployé. On a aussi le problème italien qui reste quand même un vrai sujet en Europe, mais voilà, il y a de belles valeurs en Europe et on se positionne plus particulièrement effectivement sur les secteurs cycliques dont on pense
qu'ils ont encore un potentiel de rattrapage à mesure que l'économie européenne se réouvrira au second semestre 2021. Donc voilà, d'abord l'investissement action dans nos portefeuilles répartis sur les 3 segments que je viens d'indiquer. Ensuite, on complète par un peu de dette émergente, puisque c'est le dernier segment obligataire où on a un rendement satisfaisant, en particulier si on regarde les émissions en devises locales. Donc si on prend de la dette souveraine émergente en devises locales, en particulier dans le monde asiatique, il nous semble qu'on a un rapport risque-rendement tout à fait satisfaisant, donc ce qui permet de pas avoir un portefeuille centré. Et un risque de devise aujourd'hui sur les émergents qui est quoi? Limité, vous diriez, Florent? Dans la mesure où on voit mal le dollar se renforcer très, très fortement, puisque vous avez compris, on ne croit pas à la théorie de la surchauffe aux États-Unis, donc on ne voit pas non plus un dollar se renforcer très fortement, ce qui milite pour une exposition au marché émergent et à la dette. Alors, ce n'est pas le cœur du portefeuille, mais ça nous semble un complément intéressant pour diversifier les sources de rendement. Bon, sur les thèmes de marché, Jean-François, qu'est-ce qui vous intéresse le plus en ce moment du côté de Natixis, à la recherche marché? Et puis je veux bien qu'on dise un petit mot quand même du rallye Draghi en Italie et du Bitcoin aussi peut-être pour finir. Oui, non, mais c'est sûr qu'il y a plein de sujets, effectivement. Je suis assez d'accord avec ce qu'il vient de dire sur les zones. On va pas aller à l'encontre de cette idée que qui est le grand gagnant de cette crise, c'est plutôt l'Asie. Que structurellement, c'est quand même la partie du monde qui va sans doute faire, dans la prochaine décennie, là, selon nos calculs, plus de 1/3 de la croissance mondiale. Donc, vous avez des croissances potentielles en Asie qui sont autour de 5%, quand en Europe, on va être autour de 1, 1,5%, et les États-Unis entre 1,5 et 2. Et je reste généreux sans doute avec l'Europe et les États-Unis. Et on est à l'aise avec les valorisations dans cette partie du monde où ça commence à être bien intégré? C'est comme les problématiques sur la transition énergétique. C'est sûr que quand vous regardez les valorisations, elles sont un peu inquiétantes. Mais vu le rythme de croissance, est-ce que la tendance structurelle, elle est quand même pas que cette partie du monde va continuer. C'est encore une fois, on parle de la Chine, mais qui a échappé à la récession dernière? C'est des pays comme le Vietnam, il y a une zone monétaire, il y a une zone de libre-échange, un accord de libre-échange avec l'Europe qui a été fait. Typiquement le Vietnam, c'est des pays très intéressants. Et puis vous avez cette organisation régionale, le RCEP, l'accord régional, où vous avez 97% des biens qui vont s'échanger sans tarif douanier. Donc il y a un rebasculement des chaînes de valeur qui va s'organiser quand même. Donc c'est quand même une zone, on ne peut pas dire ok c'est cher, j'y vais pas, que ce soit sur la dette, sur les actions, c'est quand même une des zones intéressantes. Alors un petit bémol quand même, c'est le pays, la zone du monde avec l'Afrique la plus en retard sur la vaccination quand même. C'est eux qui vaccinent le moins. Le Japon commande que la semaine prochaine à vacciner avec un seul vaccin, le AstraZeneca. On critique beaucoup l'Europe, mais nous mine de rien, les 6 vaccins qu'on a sécurisés, c'est les bons. Eux, ils commencent tout juste et on peut pas dire que le Japon n'a pas été touché. C'est pas vrai du reste de l'Asie, et surtout le reste de l'Asie, on sait qu'ils savent traiter. Quand bien même il y aura des variants qui arrivent, c'est l'avantage de ne pas forcément être des démocraties s'il y en a un, c'est que vous fermez tout, vous obligez tout le monde à vous emmurez les gens chez eux et vous mettez des QR codes partout. Et voilà, les gens ne sortent pas de chez eux et le vaccin disparaît, le R va vers zéro. Le R0 va vers zéro. Donc c'est beaucoup plus facile dans ce genre d'autocratie que dans nos démocraties, vieilles démocraties libérales. Mais quand même, c'est vraiment économiquement, je crois, une zone à pas négliger. Je suis d'accord aussi sur l'idée des États-Unis. De toute façon, c'est quand même on est dans une reprise cyclique partout dans le monde. La nouveauté de 2021 par rapport à 2020, c'est que vous n'avez pas seulement l'Asie qui redémarre, vous avez l'Asie, les États-Unis et l'Europe, et tout le monde va redémarrer en même temps. Donc la croissance du commerce mondial va forcément, les containers sont chers, mais c'est pas fini. On n'est pas dans la démondialisation. Moi, je suis aussi d'accord. Pas beaucoup. On voit bien. Le commerce des biens est reparti. Le commerce des biens et entre pays. Donc je crois que c'est vraiment une thématique qui encore un paradoxe de cette récession. Pas négliger. Et puis voilà, vous parliez du Bitcoin pour. Mais déjà, je fais une petite transition. Je fais une petite transition. C'était pour te dire, justement, c'est quand même très cher. Il faut jouer, je pense, la transition énergétique parce que tous les plans de relance vont là-dessus. Joe Biden va essayer de rattraper le retard des États-Unis. L'Europe, 37% des plans de relance vont là-dessus. Donc, quand vous regardez le bon actif, c'est pas le Bitcoin, c'est le prix de la tonne de carbone. On est en train de franchir les $40. Ça va peut-être à $100. Donc, oui, on va peut-être faire encore du double digit sur ces genres de valeurs. C'est très consensuel quand même, toutes les positions là que vous défendez. C'est un consensus avec lequel vous êtes à l'aise aujourd'hui, Malik? Non, mais la question qu'il y a derrière, je pense bien. C'est quoi l'alternative? Non, mais est-ce qu'il y a est-ce qu'il n'y a pas une bulle qui va finir? Alors, oui, Tesla, le Bitcoin, tout ça, j'ai cru comprendre que c'était des micro-phénomènes qui n'inquiétaient pas les investisseurs traditionnels à ce stade. Mais néanmoins, est-ce qu'il y a un problème de positionnement? Il y a beaucoup.
Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de liquidités sur le marché qui trouvent à s'investir, notamment sur les principaux actifs. Là où il y a peut-être une inquiétude, c'est que tous les actifs se recorrèlent une nouvelle fois en même temps. Et qu'on a connu par le passé des périodes de stress qui nous ont marqués. Mais aujourd'hui, tout ça repose sur le fait que la certitude chez tout le monde que les taux vont rester bas. C'est ça qui alimente en fait la prise de risque aujourd'hui. Il n'y a pas d'autres éléments. C'est les taux vont rester bas parce que les banques centrales nous ont assuré que n'interviendraient pas tant que la reprise ne serait pas sur les rails. Ce sera intéressant. Mais il faut faire attention, il faut rester vigilant. Quand on aura une inflation à plus de 3%, ce sera intéressant de voir si le discours est toujours le même. Non, mais comment les taux évolueront surtout. Exactement. Oui, je suis d'accord avec ça. Le sens du marché est toujours de dire que les taux resteront bas quoi qu'il en coûte. Si les marchés anticipent, ce n'est que sur un laps de temps, parce que comme je vous dis, l'effet de base va disparaître au deuxième semestre, on pourrait ne pas avoir ce choc aussi de taux. Jean-François, et puis bien sûr, juste de rebondir, c'est-à-dire que ce qui est très intéressant, c'est qu'à un moment ou à un autre, à un moment donné, on va quand même avoir une remontée des taux, sans doute vers 2-3%, parce qu'on va avoir de l'inflation. Forcément, on va se normaliser. Et à ce moment-là, effectivement, les valorisations des actions vont devenir très très tendues. Et à ce moment-là, on va avoir cette fameuse rotation qui va être compliquée. Alors, les investisseurs de long terme qui sont autour de cette table sont moins inquiets, parce que finalement, dans un monde comme ça, si vous avez des taux qui remontent, vous avez un effet de second tour. C'est-à-dire que si vous avez des taux américains à 3%, les taux redeviennent intéressants aussi. Donc vous avez aussi un changement d'allocation d'actifs. Donc on va voir des investisseurs quitter le marché action pour aller se repositionner sur la partie obligataire. Les gens qui ont acheté du GameStop qui valait 38 milliards, et voilà, c'est ça qui est un petit peu bizarre, que quand vous avez un GameStop qui vaut plus que Carrefour ou un Tesla qui vaut 7 fois les 7 constructeurs qui le suivent, quoi. Donc, autant que les 7 constructeurs qui le suivent. C'est ça qui fait problème. Il y avoir des valeurs qui vont souffrir si jamais tout d'un coup, tout ce qui est levier, tout ce qui est liquidité abondante, qui pour l'instant fait que tous les actifs sont maintenus par les banques centrales. Si on retire un petit peu cette action des banques centrales d'injection de liquidité, qui ne va pas aller se mettre sur les taux aujourd'hui parce que c'est trop bas, et donc qui va sur les actifs risqués, si vous retirez cette liquidité, vous irez moins sur les actifs risqués et probablement plus sur les taux. Et donc ces histoires de leverage et des entreprises très 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 valorisées, méfiance quand même. L'Italie, on parlait de taux qui vont à zéro. Est-ce que le 10 ans italien va à zéro avec Draghi aux commandes désormais ? Le spread ne va pas à zéro, les taux en tout cas... ça a moins de 100 points de base, voilà, c'est ça ? moins de 100 points de base. Nous, c'est une target chez Natixis, on se disait 100 points de base, ce sera déjà bien. Finalement, il y a quand même plusieurs choses là-dedans. C'est-à-dire que, est-ce que Draghi est capable de délivrer tout ce qu'il a promis, C'est-à-dire que tout ce qu'on lui prend, quand on lui prête comme possibilité. C'est Super Mario est aux commandes, et c'est vrai que quand on regarde, on se dit, tiens, c'est magnifique, vous allez avoir un changement de chancelier en Allemagne avec quelqu'un peut-être de plus pro-européen, de plus pushy que l'était Merkel. Vous avez Mario Draghi au sud qui va peut-être transformer l'Italie en Nouvelle-Scandinavie. Voilà. Donc est-ce que vraiment c'est un alignement des planètes avec Macron le pro-européen ? Est-ce que on a quelque chose qui est en train de se passer ? Et puis surtout, Mario Draghi peut tout faire puisqu'il a 209 milliards de manne budgétaire que lui a distribué de l'Europe. Donc c'est très facile finalement de penser que ce qui n'était pas possible avant va devenir possible, à savoir, le gros problème de l'Italie, c'est quoi ? C'est la productivité. Depuis 1996, c'est avant l'euro, on dit que c'est l'euro qui a empêché les Italiens de dévaluer à loisir. Non, c'est que depuis 1996, la productivité italienne, elle a fait 0 en moyenne. Donc il n'y a pas eu de réforme structurelle. Et c'est toujours très compliqué, on l'a vu pendant la crise souveraine 2011-2012 ou avec la Grèce. C'est hyper compliqué de faire des réformes structurelles. C'est son mandat, Draghi, de faire des réformes structurelles ou il doit distribuer les 200 milliards ? Oui, mais les 209 milliards, il ne faut pas oublier que l'Europe dit qu'il faut faire des réformes structurelles si vous les voulez. Donc c'est le problème avec la Hongrie notamment. C'est que, pour d'autres raisons, mais là, il y a quand même des réformes structurelles à faire. Et ce qui est intéressant dans le timing aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on peut quand même être un peu plus confiant sur l'Italie si Draghi reste là où il est, c'est que c'est quand même beaucoup plus facile de faire des réformes structurelles quand vous n'avez pas la contrainte cyclique d'une récession. Et là, c'est l'inverse. Lui, il a de l'argent à distribuer, une reprise cyclique. C'est le bon moment pour faire des réformes structurelles. S'il ne les fait pas là, on peut être vraiment inquiet pour les prochaines élections. Si on n'y croit pas aujourd'hui, vous dites, on n'y croira jamais. C'est-à-dire, ça va être compliqué de dire que l'Italie avait toutes les excuses pour ne pas faire de réformes structurelles. Là, il y a un alignement des planètes pour le faire, et c'est Mario Draghi qui est quand même plutôt un bon candidat pour le faire. Un petit mot du Bitcoin ? Non mais si, parce que là, toutes les grandes maisons sont en train de s'y mettre. Aujourd'hui, c'est BNY Mellon. La plus ancienne banque américaine, plus de 2000 milliards de dollars d'actifs sous gestion, qui dit les actifs digitaux sont en train de devenir des actifs mainstream.
Et donc, nous allons les intégrer dans nos procédures de gestion d'actifs comme les autres devises. Comment vous comprenez ces mouvements ? Je vous cite l'exemple du jour, mais bon, chez MNG, je ne sais pas si vous pouvez parler au nom de la maison MNG, Florent, pour exprimer la position d'MNG vis-à-vis du Bitcoin. Vous direz qu'il y a beaucoup d'opportunisme en ce moment parce que c'est un effet de mode, c'est l'effet du moment, ou est-ce qu'il y a une réalité quand même qui est en train de s'imposer, qui est que des actifs sans rendement, dont on nous dit qu'ils ne sont pas des monnaies, sont en train quand même d'intégrer des portefeuilles traditionnels ? Alors c'est un sujet complexe, le Ouais. Bitcoin, parce que on peut le considérer soit comme un actif qui constitue une sorte de réserve de valeur, et puis après on peut aller jusqu'au débat de savoir s'il s'agit d'une réelle monnaie. Donc Certains l'imaginent comme un actif transactionnel, effectivement. Voilà, donc nous, il nous semble que sur la question d'une réserve de valeur potentielle, oui, du fait de la rareté de l'instrument, on peut effectivement le considérer comme un actif permettant dans la durée de constituer une réserve de valeur au même titre que l'or ou les montres de luxe, les voitures de collection, le mobilier du XVIIIe siècle. Enfin, on peut imaginer tout ce qui a une certaine rareté, qui à un moment donné peut faire l'objet d'une attention d'une population assez importante qui y voit une manière de stocker son épargne. Donc quand on considère le Bitcoin comme je viens de le décrire, pourquoi pas effectivement l'intégrer dans une gestion patrimoniale à moyen terme, à ceci près que de notre point de vue, si on cherche des actifs de cette nature, l'or nous semble à ce stade quand même présenter des caractéristiques de stabilité un peu supérieures, parce que la faiblesse du Bitcoin, qui est dans sa phase de constitution d'une crédibilité, c'est cette volatilité extrême qui pose quand même problème pour un gérant patrimonial, parce que avoir un actif comme ça, dont les valorisations explosent à la hausse puis s'effondrent, ça pose problème. Donc si on devait avoir dans une gestion patrimoniale des actifs réserves de valeur, on irait quand même plutôt sur ceux que j'ai cités, en particulier l'or, que le Bitcoin, pour cette raison-là. Mais par contre, la question de savoir est-ce que ça peut être une monnaie au sens où le dollar ou l'euro sont une monnaie, là pour l'instant, on considère que ça n'en a pas du tout les attributs, mais bon, ça nous emmènerait dans un débat beaucoup trop long. Vous êtes surpris, Malik, de voir que certaines boîtes placent de la trésor en Bitcoin, que des grands gérants d'actifs commencent à ouvrir effectivement leur portefeuille à ce type de placement ? Oui, honnêtement, ça nous surprend, mais nous, on n'a pas aujourd'hui les capacités d'analyser cet actif-là, donc il ne fait pas partie de notre univers d'investissement. Mais vous ne cédez pas à l'opportunisme ? Non, parce qu'il nous faudrait des moyens de comprendre déjà comment ça fonctionne, même si tout le monde semble dire que c'est simple, mais il faudrait comprendre les dessous de... Donc aujourd'hui, on ne s'y intéresse pas du tout. C'est pas dans la gestion diversifiée de CPR. Jean-François, je ne sais pas ce qu'il y a à dire de plus sur le Bitcoin. On va conclure. Il y a plein de choses à dire, effectivement. Mais sur le Bitcoin, il y a plusieurs choses quand même. C'est que nous, quand on fait un peu des études sur justement, est-ce que c'est un bon actif pour se protéger, diversifier, un portefeuille. En fait, justement, les corrélations du Bitcoin sont hyper difficiles et très fluctuantes en fonction du niveau d'aversion au risque. En fonction de la volatilité du marché, les corrélations changent d'un côté dans l'autre. Donc je partage un peu cette idée-là. C'est pas vraiment un actif très, très facilement qu'on peut décrire comme un actif de conservation de valeur quand même. C'est très spéculatif. Un comportement changeant. C'est pour l'instant très spéculatif. Donc moi j'aurais tendance à regarder. Bon, le Bitcoin c'est une chose. Je préfère regarder les blockchains ou la technologie. Parce qu'en fait le Bitcoin effectivement ça monte parce qu'il y a une quantité définie. Mais attention, il n'y a pas que le Bitcoin. Il y a tous les autres cryptocurrencies et notamment il y a aussi toutes les monnaies banques centrales qui sont en train d'arriver. Christine Lagarde nous dit que dans les 4 ans on l'a. Les Chinois y sont déjà. La Suède est en train d'y arriver très très vite. Donc en fait, quand on aura cette compétition, il y a toujours cette compétition possible. Le Bitcoin peut monter jusqu'au ciel, mais vous pouvez toujours acheter une autre cryptocurrency, l'Ether, etc. Donc vous avez quand même aussi ce problème-là, c'est qu'il y a une quantité finie par définition de son créateur de ce qu'il fait monter, comme des tulipes. Mais il y a un moment ou un autre, vous avez d'autres alternatives aux tulipes. Vous avez les roses, quoi. Non, mais vous avez un moment, vous vous êtes rendu compte que ça avait aucun sens. Je dis pas que c'est forcément une bulle typique du XVIIe siècle, mais quand même, il y a un côté très
très très spéculatif là-dedans. Donc moi je préfère regarder vraiment la technologie de la crypto parce que là il y a plein d'applications, notamment pour le secteur bancaire, mais pas seulement pour toutes les entreprises, on voit bien. Ça nous semble vraiment quelque chose de clé dans l'évolution des prochaines années. Merci beaucoup messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Jean-François Robin, Natixis, Florent Delorme, M&G Investments et Malik Hadouk, CPR AM étaient avec nous en plateau. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique marché à thème consacré ce soir aux foncières cotées, avec notamment la publication ce matin des résultats d'Unibail Rodamco Westfield et une douche froide à nouveau pour les actionnaires. Le titre a chuté de plus de 10% sur les marchés européens et on en parle avec Laurent Saint-Aubin, spécialiste des foncières cotées et gérant du fonds Sofidy Sélection 1 chez Sofidy. Bonsoir et bienvenue Laurent, vous êtes avec nous à distance, je vous remercie. Partons effectivement des résultats d'Unibail Rodamco Westfield pour peut-être tirer quelques enseignements pour le secteur des foncières commerciales et des foncières cotées plus largement. Sur les résultats d'Unibail Rodamco Westfield, bon, évidemment, ils sont mauvais. Est-ce qu'on pouvait attendre autre chose? Et puis, la question du dividende aussi, suspendu pour 3 ans, qui semble avoir été une très mauvaise surprise aujourd'hui pour les actionnaires. Alors, effectivement, il y a des problèmes spécifiques qui s'appliquent à Unibail, son niveau d'endettement et une valorisation qui reste exigeante, en particulier sur les actifs américains, et qui fait un peu douter de leur capacité à céder rapidement les actifs. Mais ce qui est effectivement intéressant, c'est les leçons qu'on peut en tirer sur le segment du commerce, le commerce qui représente environ 20% de l'indice des foncières, et plus généralement sur les foncières en général. Donc ce qu'on peut en tirer sur le segment du commerce, c'est 2 choses. La première, c'est l'accélération de la hausse de la vacance. Cette accélération qui tient à 2 choses, les faillites d'enseignes et surtout un phénomène qui est assez inquiétant pour les propriétaires de centres, qui est le choix fait par les grandes enseignes de digitaliser leurs ventes à l'extrême et de rationaliser leur surface de vente physique, ce qui conduit à des fermetures. H&M ou Zara font ça. Donc ça, c'est le premier point négatif. Le second point, c'est qu'Unibail, finalement, c'était quoi? C'était un moteur de croissance de loyer via les relocations. Donc Unibail faisait de la rotation d'actifs extrêmement active et générait des hausses de loyer à cette occasion de 10 à 15% par an. Ce moteur, il est aujourd'hui totalement éteint. On est en croissance juste supérieure à 0 en Europe continentale, et plus inquiétant, on est en recul de 20%. Donc les loyers baissent de 20% sur les relocations, sur les actifs américains d'Unibail. Ça, c'est un changement massif. Et puis à côté de ça, les 2 leçons qu'on peut tirer pour le segment des foncières en général. La première, c'est ce que j'appellerais le mirage de la value. Unibail, c'était un titre considéré comme value. La value, ça marche quand il y a une vraie sous-évaluation des actifs, ce qui ne paraît pas être le cas pour l'instant. Et la deuxième chose, c'est que les foncières étaient considérées comme des valeurs de rendement, avec des rendements sécurisés. En fait, on savait bien que les foncières distribuaient plus que ce qu'elles devaient distribuer. Et effectivement, le fait qu'Unibail annonce couper son dividende pour 3 ans, 2020, 2021, 2022, est évidemment une très mauvaise nouvelle pour le segment en général et pour les investisseurs traditionnels qui aiment cet aspect rendement. Vous attendez, Laurent, à ce que d'autres foncières commerciales en viennent à suspendre elles aussi leurs dividendes, ou est-ce que là, c'est vraiment très spécifique Unibail? Alors, je crois que c'est très spécifique Unibail parce qu'Unibail a un problème d'endettement. Ouais. C'est une des foncières, des grandes foncières de centres commerciaux les plus endettées. Cela étant, la tendance, elle est la même pour toutes, c'est-à-dire qu'on a d'une part un glissement des valorisations et d'autre part, donc, ça conduit à des ratios d'endettement qui s'élèvent mécaniquement et donc des besoins de cession de plus en plus importants. Les besoins de cession de plus en plus importants, s'ils ne sont pas satisfaits, eh bien, il y a une solution qui est effectivement de couper les dividendes.
Je reviens sur la question des loyers, Laurent, et il faut sans doute faire le lien avec la sous-performance toujours du secteur des foncières cotées par rapport au reste du marché. Vous dites elles ont perdu en pricing power. Est-ce que c'est transitoire, temporaire ? Est-ce qu'on peut imaginer en se projetant jusqu'à la réouverture des centres commerciaux et des économies ? Admettons qu'on en arrive un jour à ce point, Laurent, est-ce que les meilleurs groupes, les meilleures foncières commerciales retrouveront quand même une capacité de négociation avec les enseignes, ou est-ce que c'est un rapport de force qui est profondément renversé, bouleversé pour beaucoup plus longtemps que ce qu'on peut imaginer ? Les foncières, c'est le miroir de la bourse. Et qu'est-ce qui s'est passé en bourse l'an dernier ? C'est qu'on a eu une disparité de performance, une disparité de capacité de résistance entre les meilleurs et les autres qui s'est violemment accrue. Les foncières, c'est pareil. Donc les foncières de bureaux, de périphérie me paraissent mal parties pour imposer ce pricing power ou pour imposer une indexation s'il y a un retour de l'inflation. Et Unibail-Rodamco reste la meilleure foncière européenne en termes de qualité d'actifs. Et on voit bien qu'ils ont beaucoup de mal. Donc les autres vont avoir encore plus de mal. Ce qui, par contre, continue de fonctionner, où le pricing power est là, c'est sur la logistique, où on a à la fois des hausses de valeur et des hausses de loyer qui s'accélèrent, et le résidentiel, favorisé par l'écart entre l'offre et la demande. Donc l'écart entre les perdants et les gagnants ne cesse de croître. On note quand même qu'il y a eu un rebond, quelque chose quand même qui ressemblait à un rebond. Je crois que le titre Unibail a quand même doublé depuis son point bas fin octobre ou début novembre. Laurent, est-ce que pour vous, en tant que gérant de portefeuille, je le rappelle, le fonds c'est Sélection 1 chez Sofidy, est-ce que vous avez envie tactiquement d'avoir quand même des participations dans ces foncières commerciales, ou est-ce que il vaut mieux être sur les segments de croissance que vous avez pu citer, résidentiel et logistique, qui sont le cœur de votre portefeuille et de votre stratégie, en tout cas depuis le temps qu'on se parle, Laurent? Je pense que les investisseurs qui me confient leur argent, ils aiment la visibilité et ils aiment la volatilité la plus faible possible. Donc le cœur du portefeuille reste les valeurs de croissance, là où on a de la visibilité et là où on a des perspectives de croissance relativement déconnectées de l'environnement économique. Après, à la suite de l'annonce de Pfizer début novembre, j'ai évidemment décidé d'accroître la pondération en actifs risqués sur le fonds pour bénéficier d'un rebond, mais c'est plus une posture tactique qui s'est traduite d'ailleurs récemment par les prises de bénéfices. Quand il y a eu les rachats de vente à découvert sur Unibail ou Klépierre, j'en ai profité pour réduire les positions. Donc structurellement, il y a certains segments de cet univers des foncières qui est extrêmement riche, heureusement, qui sont mal embarqués, qui sont à risque. Ouais. Et toujours pas de grandes transactions référentes, benchmark, dans ces segments d'immobilier très compliqués. Il n'y a toujours rien de neuf de ce côté-là, Laurent ? La seule transaction importante qu'on a eue en Europe à la fin de l'année, c'est la transaction très particulière sur le 3e centre britannique qui s'appelle Trafford Center à Manchester. Son propriétaire Intu est en dépôt de bilan, et donc il y a eu une procédure d'enchère qui a abouti à une cession à la moitié de la valeur dans les comptes d'Intu pour 800 millions de livres et un taux de capitalisation de l'ordre de 7,3%. Le taux de capitalisation alors c'est pas comparable, mais le taux de capitalisation des centres d'Unibail-Rodamco tel qu'il est retenu par les experts est compris entre 4 et 5%. Donc il y a de la marge et ça ne rassure pas les marchés, ça. Merci beaucoup, Laurent. Merci pour vos remarques et votre analyse de ce secteur des foncières cotées. On parlait bien sûr, entre autres, des résultats publiés par Unibail-Rodamco Westfield, mais c'est l'ensemble du secteur qui vous intéresse, avec toute sa diversité et sa richesse quand on parle de la logistique et du résidentiel notamment. Merci beaucoup, Laurent. Laurent Saint-Aubin qui est avec nous à distance en visioconférence, gérant du fonds Sofidy Sélection 1 chez Sofidy, avec nous ce soir dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse. On se retrouve ce soir en direct à 12h30. Demain, en direct à 12h30 sur Bismart.
C'était Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social.